Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore pour l'émission Vivement les femmes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet encore tabou. Il s'agit du deuil périnatal. C'est impossible de comprendre ce que c'est d'accoucher d'un bébé mort à moins de l'avoir vécu. C'est un deuil qui ne se fait pas comme les autres, qui a tout à voir avec l'incompréhension du corps qui engendre la mort alors qu'il devait générer la vie. Ces mots, nous les empruntons à l'une de nos invitées, Marielle Giguère, à laquelle se joignent Claudia Turgeon et la psychologue Danielle Tremblay pour aborder ce délicat sujet du deuil périnatal. Bonjour Marielle Giguère. Bonjour. Bonjour Claudia Turgeon. Bonjour, merci de m'accueillir. Bonjour Danielle Tremblay. Bonjour Marjorie. Alors, bienvenue à toutes les trois à Vivement les femmes. Donc, pour aborder ce délicat sujet, je vais d'abord m'adresser à Claudia. Donc, Claudia, vous êtes maman de 3 enfants, chargée d'enseignement à l'Université de Laval et autrice. Dans votre roman La Libellule, vous parlez de l'épreuve douloureuse de la perte d'un enfant. Alors, pouvez-vous nous raconter un peu votre histoire? Vous voulez l'histoire du roman ou l'histoire... Votre histoire à vous. La mienne, ok. Oui. Donc, moi, j'ai perdu un petit bébé en avril 2018. Puis, ça a été là une vague d'émotions incroyables d'avoir à affronter ça. Puis, j'étais enceinte de presque 17 semaines de grossesse. Donc, pour moi, je ne l'ai pas vu venir, là. On n'a pas entendu le cœur lors de avec le Doppler, là. On n'avait pas réussi à entendre le cœur, mais pour moi, c'était simplement que le bébé était mal placé. Donc, quand je suis allée à l'échographie pour constater, pour moi, j'allais là juste pour voir que, tu sais, on n'avait pas été capable de l'entendre, mais il était bien là. Donc, ça a été vraiment une... J'ai été complètement renversée là, quand j'ai appris que le cœur avait vraiment cessé de battre. Puis j'ai trouvé que c'était très tabou, c'était quelque chose de difficile. Puis que ce soit de le vivre soi-même, c'était difficile de valider son deuil, c'était quelque chose de tabou et c'était difficile de prendre ma place dans ce deuil-là. Donc, je suis allée, j'ai essayé de faire comme je pouvais. Moi, j'avais pas le droit au congé là, de maternité. Il faut avoir 21 semaines de grossesse ou un certain poids. Donc, après un mois, là, je suis retournée au travail. Puis pour moi, c'est comme si mon deuil avait une date d'expiration. Il fallait que je sois remise au bout de ce mois-là. Donc, tu sais, j'étais très mal à l'aise dans quand je pleurais, je me disais non, il faut que j'aille mieux, il faut que j'aille mieux, il faut que j'aille mieux. Donc, je travaillais beaucoup à aller mieux, mais des fois, on oublie de pleurer quand on tombe. Oui. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps la première semaine, mais on dirait que quand mon conjoint est retourné au travail, là, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Puis, j'essayais toujours d'aller mieux, mais c'était pas évident. Donc, ça a pas, je suis retournée au travail, mais ce deuil-là a continué à m'habiter. Puis, ben moi, comme je me sentais, on dirait, incompétente dans ce deuil-là, tu sais, j'avais tout le temps l'impression de retomber. Oui. Donc, au bout de 6 mois, là, je suis redevenue enceinte. Puis, ça l'a fait un peu la paix avec mon corps à ce moment-là. Donc, les années ont passé. Puis, à un moment donné, j'ai découvert que je pouvais écrire sur le deuil pour que, tu sais, l'objectif pour moi en écrivant sur ce sujet-là, c'était d'inventer une histoire. Je voulais, je pense, donner à Émilie, le personnage dans mon roman, le congé de maternité, justement, appelons-le congé de maternité avec des guillemets, là, mais le congé de deuil, si on veut, que j'avais pas le droit, moi, à presque 17 semaines de grossesse. Donc là, je me suis tournée vers l'écriture. Oui, bien sûr. On va en parler du congé de maternité un peu plus loin. Merci. Je vais revenir avec des questions, mais on va d'abord entendre l'histoire de Marielle Giguère. Donc, vous êtes également maman de 2 garçons et vous avez fait 2 fausses couches. Vous êtes professeure de littérature et de théâtre au Collège de Maisonneuve et également autrice. Dans votre livre intitulé Sigi Margot, vous exprimez votre colère. Donc, expliquez-nous aussi votre histoire.
En fait, la colère, dans mon cas à moi, vient du fait que ça s'est passé pendant une amniosynthèse qui a un peu mal tourné. Margot, je l'ai perdue à 18 semaines de grossesse parce qu'on a planté l'aiguille de l'amniosynthèse dans le bébé. Fait qu'elle est morte sous nos yeux, donc sur l'écran qui projetait l'échographie. On a vu le petit bébé se pousser là, au fond, du côté de l'utérus. Puis la gynécologue qui a planté l'aiguille est partie en courant, en pleurant. Elle a quitté la salle d'amniosynthèse. Puis moi, j'ai accouché du bébé. Et voilà. Donc, pas très longtemps après, 2-3 mois après, je suis retombée enceinte. Puis le petit garçon, lui, je l'ai perdu à 13 semaines de grossesse. C'était une fausse couche plus banale, un peu. Donc, c'est ça. Donc, ces deux deuils-là rapprochés ont fait que je suis tombée en arrêt de travail. Donc, j'ai utilisé mon arrêt de travail pour écrire. Oui. Donc, l'écriture était vraiment presque immédiate, là, c'est-à-dire que ça s'est déroulé très proche des événements. Voilà. Puis, parce que je me rends compte que vous étiez aussi proche 17, Claudia, 17 semaines, vous 18 semaines. Donc, dans votre cas, Claudia, est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs ou ça a été une surprise complète? Oui, ça a été une surprise complète. Aucun signe avant-coureur. Puis on le recherche, hein, on se pose des questions. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'aurais dû faire de plus? Est-ce que j'ai été trop stressée? Donc, on se pose des questions, mais non, aucun signe avant-coureur. Puis, qu'est-ce qui se passe quand ça arrive? Parce que les deux, dans votre cas, Marielle, malheureusement, l'enfant était vivant, donc elle a été tuée. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que c'est terrible. Donc, et puis on sait, on est étendu quand on passe... on a l'échographie dans un peu, mais la myosynthèse, je ne sais pas si on est couché. Oui, j'étais allongé aussi. Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans vos têtes? Donc, Marielle. En fait, c'est les deux fois où on m'a annoncé que c'était en train de se dérouler. Là, la fois où ils ont annoncé que le bébé était mort, ça, c'est le deuxième. Puis au moment de l'amniosynthèse où je voyais Margot en train de saigner puis souffrir. Moi, j'avais vraiment l'impression d'être à côté de moi-même. Là. J'ai vraiment vécu beaucoup de dissociation là, dans ce processus-là parce que c'est trop dur. Donc, je vivais les choses vraiment comme, je l'ai dit souvent, là, à côté de moi-même. Puis Oui. après ça, le travail, c'était de redevenir une seule personne dans ce processus-là. Puis contrairement à mon conjoint qui, lui, vivait vraiment les choses. Là. OK. Puis Claudia, vous, comment vous l'avez vécu? Moi, c'était plutôt... moi, je comprenais pas. Là, j'étais convaincue de l'avoir senti bouger peu de temps avant, donc je disais que ça se pouvait pas. C'était impossible. J'étais complètement dans le déni, moi, à ce moment-là. Là. Daniel, je m'adresse maintenant à vous. Vous avez entendu les histoires de Claudia et Marielle. En tant que psychologue, comment vous voyez ces deux expériences quand même complètement différentes, mais qui est autour du deuil périnatal? Qu'est-ce que ça vous dit? C'est différent, mais c'est pareil en même temps parce que c'est la perte de l'enfant. C'est sûr que les circonstances de Marielle sont vraiment dramatiques. La première fois que j'entends un scénario comme celui-là, si vous me permettez ce mot-là. Moi, j'ai travaillé ça fait 40 ans que je travaille dans le domaine. Alors, celui-ci, c'est vraiment... vous avez toute ma sympathie. Merci. Alors, c'est sûr qu'au moment où ça se passe, il y a effectivement les mécanismes de coping qu'on appelle. Le coping, c'est des mécanismes qui se mettent en place quand il y a une nouvelle aussi dramatique. Alors, vous avez fait de la dissociation. Claudia a fait du déni, ce qui est tout à fait adapté dans les circonstances, parce qu'autrement, le choc est tellement grand que c'est mieux d'être comme ça que de devenir folle. Quoi. Oui. Folle dans le sens que l'émotion est tellement forte. Alors, c'est sûr que se met en place à ce moment-là, et plus tard aussi, des mécanismes d'adaptation un peu plus tard
qui sont c'est comme un cocktail, en fait. Hein. C'est comme un kaléidoscope. Aussitôt qu'on tourne un quart de tour, le kaléidoscope, toute l'image change. Alors, c'est la même chose pour le deuil périnatal, parce que ça va varier selon les parents, ça va varier selon les amis, ça varie selon les voisins aussi, qui l'ont appris, qui l'ont vu, le retour au travail. Alors, c'est sans cesse des confrontations qui sont extrêmement pénibles. Alors, dans les circonstances, c'est tout à fait bouleversant, je dirais. C'est même bouleversant de vous entendre encore parler. Oui, tout à fait. On sait que l'échographie est un rendez-vous anxiogène pour les parents. Donc, Marielle, à la page 33 de votre livre, Si J. Margot, vous dites avoir regretté d'avoir fait le dépistage prénatal. Est-ce que le regret, il vient d'où? Parce que est-ce que les médecins influencent le jugement des patients ou est-ce qu'on est libre, on a un libre choix? Ben c'est sûr que moi, à Margot, qui était donc mon troisième enfant, j'avais 35 ans. Donc là, tout de suite, on sortait l'artillerie de la grossesse à risque parce que j'étais une mère plus vieille. Donc là, dès que les marqueurs ont indiqué possiblement des anomalies, on m'a tout de suite présenté la myosynthèse comme étant... puis on m'a rassuré, c'est un examen de routine, on le fait souvent, il n'y a pas de problème. Puis là, ben, avec le recul, c'est sûr que je me dis, ben, j'aurais pas dû, tu sais, j'aurais dû refuser parce qu'en fait, mais je peux pas dire qu'on m'a fait de la pression non plus, pas du tout, là. Tu sais, c'est juste que ça allait de soi dans le parcours. Dans le parcours. Parce que lorsqu'on sait, on sait aussi que dans les temps passés, les femmes avaient des enfants jusqu'à 40, 42 ans sans ça, donc... c'est sûr que lorsqu'on parle de tout ce qui peut arriver, on a tendance à prendre la décision. Les deux expériences sont quand même différentes, mais comme le dit Daniel, vraiment similaires. Est-ce que dans ce qui a trait au protocole d'accompagnement, à ce moment-là, je sais que Claudia, vous avez eu un processus qui était un peu plus positif. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ensuite, on entendra Marielle. Oui, ben moi, tu sais, contrairement à ce que j'avais entendu là, par rapport à des gens qui l'avaient vécu là, très longtemps, où le bébé était rapidement enlevé, il fallait pas le voir, eh bien là, au contraire, là, on nous suggère vraiment de prendre le temps, là, de passer du temps avec son bébé. On va mettre un papillon, en tout cas à mon hôpital, il y avait mis une espèce de papillon sur la porte pour indiquer au personnel infirmier de ne pas entrer dans cette chambre-là. Il y avait une seule infirmière qui était attitrée pour pas qu'il y ait un va-et-vient puis que quelqu'un se trompe et me dit « Bonjour, comment va le bébé? » Donc, il y a tout un processus qui était très, très respectueux. On nous propose une agente de pastorale, un travailleur social qui peut venir nous rencontrer. On nous propose de prendre les empreintes de bébé. On nous remet une boîte avec des ressources à l'intérieur, des témoignages aussi, des petits livrets de témoignages. Donc, on nous accompagne vraiment, puis on nous suggère vraiment de prendre le temps. Il y a aussi un photographe qui peut être appelé. Ils ont des organismes bénévoles qui travaillent avec l'hôpital. Donc, quand on dit oui, ils vont se charger de faire l'appel et de trouver quelqu'un pour venir à l'hôpital puis prendre des photos là, de notre enfant. Puis ça, ben, comme je le mentionne dans le roman, en tout cas pour moi, ça a été quelque chose de très positif, là, cette prise de photographie-là, de pouvoir garder des souvenirs là, pour plus tard, pour réaliser, puis pas avoir l'impression de partir trop les bras vides quand on quitte l'hôpital. Mais sinon, l'accompagnement à l'hôpital, on voyait que le personnel infirmier était très ému. Il prenait le temps quand il entrait dans ma chambre, il s'assoyait sur le bord du lit, il était là pour moi, ils m'ont tenu la main, donc ils ont été très, très présents et compatissants. Et votre expérience, Marielle? Au moment, à l'hôpital, il y avait des éléments similaires, pas autant de ressources, je dirais. Là. Il y avait en effet une infirmière qui était là pour moi, la petite boîte, les empreintes, il n'y avait pas la photo. Mais moi, ce que j'ai déploré, c'est plutôt l'accompagnement après, parce que justement, dans l'immédiat, tout paraît irréel, puis on n'est pas vraiment là. Donc, le traumatisme, il se vit dans les semaines, les mois qui vont suivre. Puis là, on est vraiment comme laissé à nous-mêmes.
Puis moi, disons que l'hôpital où j'étais, moi, ça s'est extrêmement mal passé, là. Ils m'ont rappelé pour les échographies de suivi à 20 semaines, puis ensuite à 30 semaines. Ils m'ont rappelé plusieurs fois. Ils perdaient les documents pour savoir si je voulais enterrer Margot alors que j'avais déjà tout signé. Donc, tout s'est passé de façon un peu tout croche, puis... alors, moi, je me suis pas sentie accompagnée, là, personnellement. Puis, il y a l'intervenante en pastoral, en soins spirituels, c'était une blague. Elle n'était pas du tout outillée pour accompagner des parents dans cette épreuve-là. Puis vous lorsque ça s'est passé, est-ce que vous avez accouché dans la même journée ou... Ça a pris un certain temps là, parce qu'ils ont donné des médicaments pour déclencher le processus. Donc, ça a pris 24 heures à peu près, mais je suis restée sur place là, à l'hôpital. C'est ça, à peu près 24 heures. 24 heures, oui. Puis Claudia, pour vous aussi? Moi, ça a été plus rapide encore. En fait, on m'offrait le choix. Là, quand il y a eu l'échographie, on m'a dit, vous prenez le temps, là, vous avez le droit de passer encore du temps avec votre bébé. Donc, dites-nous quand est-ce que vous voulez entrer, puis on va vous admettre au moment où vous le voulez. Donc, ça aussi, c'était très respectueux de notre rythme. Donc, moi, j'ai décidé de revenir le soir même. On a déclenché peut-être vers 10 heures, puis à 5 heures du matin, mon bébé naissait. OK. Daniel, j'aimerais maintenant savoir comment ce serait la meilleure façon d'accompagner des parents endeuillés. Bien, d'abord, l'institution. Moi, quand j'ai commencé à travailler, j'ai une certaine expérience, il n'y avait pas de protocole du tout. OK. Et ça, c'était affreux parce que la mentalité à ce moment-là, c'était un peu de ne pas présenter l'enfant pour moins faire souffrir. Je pensais que si on allait enterrer le bébé tout de suite, ou à ce moment-là, on en disposait de façon pas très humaine, je dirais. Ça a quand même changé. Ce qui... voyons, comment elle s'appelle? Marielle? Non, Claudia a couché dans un centre spécialisé. Vous n'étiez pas dans un centre spécialisé. Ça prend une formation parce que c'est très, très confrontant. Alors, il y a souvent des gens du personnel qui ont vécu la même chose. Il y a des personnes du personnel qui ne peuvent pas voir le petit décédé. Des fois, les petits naissent, ils sont encore vivants. Je pense que les vôtres étaient décédés, là. Mais il y en a qui sont encore vivants, donc ils meurent dans les bras des parents. Alors, avant que le protocole soit établi de cette façon-là, c'était beaucoup plus dramatique, le décès de ces enfants-là. Alors, il y a quand même une amélioration, mais ce n'est pas parfait partout. Et ça prend une préparation. C'est comme tout le monde ne va pas travailler dans les soins palliatifs. Il faut être capable de vivre et de comprendre la douleur des parents, puis d'être capable de traiter cet enfant-là aussi comme un être humain en entièreté. Et puis les photos aussi, maintenant les photos sont beaucoup mieux qu'elles étaient. On fait affaire souvent avec les photographes de l'hôpital qui sont habitués de faire des macro-photos, là, donc la tête, la figure de l'enfant est claire. Alors, il y a quand même des protocoles qui se font. Oui. Maintenant, pour aider par la suite, bien, il y a la famille, puis il y a le retour au travail. Peut-être qu'on pourra en parler plus tard. Oui, tout à fait. Oui. Donc, toujours en compagnie de Marielle Giguère, Claudia Turgeon, toutes les deux autrices, et Daniel Tremblay, psychologue. J'aimerais maintenant vous demander, est-ce qu'il y a un changement de vocabulaire aussi? Parce qu'on parle de fausses couches et maintenant on parle de deuil périnatal. Qu'est-ce qu'on doit dire aussi aux parents endeuillés? Parce que souvent, on veut aller vers la solution rapide parce qu'on a mal aussi pour le parent endeuillé. Donc, est-ce qu'il y a une bonne façon d'agir, disons, Marielle? La question est si on est en contact avec un parent. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que d'abord, c'est ce que Mme Tremblay nommait tout à l'heure, c'est-à-dire
d'appréhender le bébé vraiment comme un être à part entière, là, offrir des condoléances. Donc, c'est véritablement un deuil, c'est un décès. Mais comme l'enfant est pas né dans l'esprit des gens, c'est comme s'il n'existait pas, alors que c'est ça le cœur de l'affaire, finalement. C'est ça le cœur de ce qui est vécu, puis qui est déchirant, c'est-à-dire qu'on vit un vrai deuil entier, complet, mais qui, socialement, s'inscrit pas de la même façon, dans les mêmes rituels qui sont apaisants, qui sont nécessaires que les autres deuils. Puis, de ne pas avoir peur aussi de questionner la personne et puis que la personne pleure. Hein. Moi, ce que j'ai rencontré, c'est beaucoup ça. Les gens ont peur de faire pleurer les gens, alors que ces larmes-là, ben, tranquillement, libèrent un petit peu la personne qui vit un deuil. Fait que, c'est les deux choses que je dirais. Et pour vous, Claudia? Je suis tout à fait d'accord avec ce que Marielle dit. On a besoin de se faire poser des questions pour qu'on accepte ce bébé-là au sein de la famille. Il a existé, il existe dès le test de grossesse. On l'a vu bouger, à l'échographie quand on se rend plus loin que 12 semaines. Donc souvent, on a eu une première échographie. On l'a vu bouger. Pour nous, il était vraiment réel. On s'est projeté dans l'avenir avec ce bébé-là. Donc, on lui a imaginé là, rire avec ses frères et sœurs, s'il y en a. Donc, ça, pour nous, c'est très concret, mais c'est difficile pour l'entourage de le comprendre. Mais donc, c'est ça, de ne pas avoir peur de poser des questions. Ça vient vraiment aider. Oui, Danielle, allez-y. Oui, je voulais dire que l'entourage aussi est très mal à l'aise parce que on ne sait pas trop quoi dire. Et quand vous parliez tantôt, Marielle, de pleurer, mais il faut que l'entourage soit prêt à pleurer aussi. Je veux dire, votre mère, votre grand-mère, les gens autour de vous vont pleurer avec vous. C'est un vrai deuil, c'est une vraie perte. Oui. Et ça aussi, c'est difficile pour l'entourage parce qu'ils n'ont pas de moyens. Et puis au travail, c'est la même chose, et puis pour le voisinage aussi. Mais je voulais juste rajouter quelque chose à ce que vous avez dit, Marielle, tantôt, quand vous avez dit la deuxième fausse couche, je pense, deuxième mort prénatale, c'était votre petit garçon à 13 semaines. Vous avez dit ça, c'est ordinaire. Mais il faut savoir une chose, c'est que les deuils, dans les grossesses dont le nombre de semaines est très court, sont plus complexes à régler qu'un deuil avec un enfant à 15 ou à 16, 17 semaines. Parce qu'il y a la joie, puis en même temps, il y a le retrait de l'enfant. Et c'est très complexe. Puis, ce que j'ai trouvé difficile avec cette deuxième perte-là, quand j'ai dit ordinaire, c'est parce que le processus était plus banal, mais ce qui était difficile, c'est qu'avec Margot, ben, je l'avais accouché, je l'avais eu dans mes bras, je l'avais embrassé. Puis ce bébé-là, ben, comme j'étais à 13 semaines, on m'a amené en salle d'opération, on m'a endormi, puis il a juste disparu. Donc, puis lui aussi, j'aurais voulu le tenir, j'aurais voulu tu sais. Fait qu'il n'y avait pas de consolation. Mais je ne veux pas aller trop loin là-dedans, mais dans les grossesses, c'est prouvé, il y a eu beaucoup de recherches, là, les grossesses, les fausses couches à très tôt dans la grossesse, à 7-8 semaines. Il y a des protocoles qui doivent être établis parce que la recherche du bébé est encore là. Vous êtes les mères, vous l'avez porté, vous le connaissez, comme disait tantôt Claudia, c'est des rêves, c'est des projets d'avenir. Puis vous êtes les mères, vous avez un contact très particulier et unique par rapport à tout le monde autour. Alors, c'est vraiment quelque chose de très profond. D'ailleurs, Danielle, vous avez répondu à une question que j'avais aussi, c'était celle de savoir quand on perd un bébé avant les 3 mois, entre 3 mois et 8 mois, et le bébé qui naît en vie, qui meurt quelques jours après, est-ce que ce deuil est différent? Oui. Mais ce que vous me dites, il est pareil. Non, il n'est pas pareil. Il n'est pas pareil? Il est plus complexe. OK. Il est plus complexe dans la mesure où, comme vous venez de dire, Marielle, il n'y a pas de corps. D'accord. Alors, ça devient un curetage. C'est plus un accouchement, c'est plus la même chose. Et on sait que quand ça se passe, disons, à la maison, souvent, je ne veux pas être morbide, mais souvent, les femmes vont aller chercher le fœtus. Oui. Et puis, vont pouvoir le regarder, vont pouvoir voir comment est-elle. Enfin, ça devient concret, mais c'est vrai que dans les hôpitaux, c'est peut-être pas le même, c'est pas le même protocole. Ça devient un curetage, tout simplement. Mais c'est plus complexe parce qu'il y a personne. C'est ça. Il y a personne. Là, je comprends. Puis, de là aussi, l'importance aussi, je veux venir avec le nom. Alors, Marielle, vous avez donné le nom Margot et Claudia, c'est Mathis. Claudia, est-ce que c'était important de nommer
votre fils? Oui, c'était très important j'ai eu cette chance-là au moins de pouvoir connaître le sexe parce que justement quand le bébé est trop petit puis qu'on peut pas déterminer le sexe, pour moi ça faisait toute la différence de pouvoir le nommer, d'indiquer son nom sur les papiers mais moi j'ai fait affaire avec un service funéraire donc avec une maison funéraire donc tu sais, son nom est inscrit sur une plaque de granit au columbarium. Pour moi, ça valait beaucoup dans mon deuil, ça pesait. Puis la question qui me faisait le plus de bien, c'est quand on me posait c'est quoi son nom. Mhm. On reconnaissait qu'il avait existé comme personne. Mhm. Ça me faisait vraiment beaucoup de bien. Oui, oui. Mm. Ça m'amène à poser la question, dans ce cas-là, est-ce qu'il y a un certificat de naissance, certificat de décès? Comment ça se passe? Moi, j'ai eu ni un ni l'autre. OK. Non. Non. Et vous, Claudia? Exactement, moi non plus. D'accord. Rien. Mais je Je pense pense que que le bébé doit être vivant pour avoir un certificat de naissance, puis ensuite, il va avoir un certificat de décès lors de son décès, mais sinon, il n'y a rien. c'est ça, il y a une question de semaine aussi. C'est à partir de 20 semaines, 21 semaines avant, l'enfant n'existait pas. Il est ni né, ni mort. Mhm. J'ai lu que certains parents sortent de l'hôpital avec soit un peluche qui serre dans leurs bras. Vous, est-ce que vous avez des objets qui représentent Margot, Mathis, d'abord Marielle? Oui, on a une petite doudou qu'on lui avait achetée quand on avait appris que c'était une fille. Puis, il nous avait donné une petite boîte dans laquelle l'hôpital a mis quelques petits objets. Puis, mon préféré, ils ont pris les empreintes de ses pieds. Ah, ouais. Ça, c'est mini. Donc, ça, j'aime regarder cette petite image. Pas avec Albert, par exemple. Le deuxième, il n'y avait rien. OK. Claudia? Oui, alors ben moi à l'hôpital on m'a offert un petit bonnet là pour mon bébé parce que les vêtements traditionnels là, ne leur font pas. Donc il y a des gens qui tricotent des petits vêtements. Il y en a un qui est parti avec lui là pour l'incinération, pour l'habiller. Puis mais sinon j'ai conservé le petit bonnet sur sa tête. Puis sinon j'avais une petite peluche à la maison là que j'avais achetée. Donc ça fait partie justement de sa boîte souvenirs. Puis je l'ouvre à chaque date anniversaire là, avec ces petites photos d'échographie. Donc, oui, il y a plein de petits objets qui nous rappellent puis qui nous font du bien. Ou pleurer, mais ça nous fait du bien au final Oui. de le pleurer. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. Le deuil périnatal, un sujet encore tabou. J'en discute avec mes trois invités, Marielle Giguère, Claudia Turgeon et Daniel Tremblay, psychologue. Donc, j'aimerais savoir maintenant comment on accueille les réactions de son corps, parce qu'on sait qu'il va avoir une montée de lait, il va avoir tout ce débalancement hormonal. Comment vous l'avez vécu, Marielle? Je dirais que c'est assez aliénant comme expérience parce que on a envie d'être à l'écart de son propre corps qui continue un processus qui est un peu traumatisant, là. Donc, le lait qui sort des seins, puis les tranchées qui arrivent dans les jours qui suivent, puis la chute hormonale 4, 5, 6 semaines après l'accouchement. Donc, tout ça se déroule malgré nous, d'une certaine façon. On aura envie que la vie nous laisse en paix, mais le corps, lui, il poursuit son petit travail. Oui, alors c'est en même temps fâchant, douloureux, triste, puis c'est quelque chose qu'on a envie de cacher aussi. Oui. Et pour vous, Claudia? Pour moi, c'était de la colère, là. C'était comme si mon corps me trahissait de m'offrir ça alors qu'il n'y avait plus de bébé. Là, on comprend pas pourquoi. C'est exactement, il faut passer au travers de ces étapes-là. Donc, je pense que là, on tombe dans la phase de la colère. Puis c'est ça qui est difficile parce que là, on passe de la tristesse, la colère, on vient à la tristesse, la colère, puis on comprend pas pourquoi on le vit en montagne russe, toutes ces émotions-là. Oui, oui. Daniel, on parle de dépression postpartum. On sait, je ne sais pas si c'est un phénomène connu, mais qui a sûrement été documenté et tout. Puis ça, c'est une dépression qu'on a même lorsque l'enfant est vivant.
Donc, par rapport à la souffrance physique et psychologique de la femme qui accouche d'un enfant mort-né, d'autant plus dramatique, quels seraient vos conseils, vous, pour aider dans cet espace-temps où la personne est un peu déconnectée aussi? Elle est déconnectée, puis elle ne l'est pas. D'un point de vue physique, quand l'accouchement est fait, le bébé est décédé, il va y avoir après, effectivement, le rapport au corps qui va se placer avec les montées de lait. Mais sauf que ça, c'est limité dans le temps. Oui. Mais un deuil, c'est pas limité dans le temps. Oui. Ça va et ça vient. Et c'est comme les dates anniversaires, ou ça peut être n'importe quelle situation. On voit un bébé. Ça dure toute la vie, ça. C'est sûr, la souffrance n'est pas intense comme ça à chaque fois. Mais il faut savoir une chose, par contre, que toute la psychologie de la maternité s'est beaucoup, beaucoup développée les derniers 20 ans. Et il y a beaucoup de spécialistes maintenant sur la question du deuil périnatal, sur les questions des problèmes de fertilité, parce que aussi les femmes qui sont en clinique de fertilité pour lesquelles le traitement fait en sorte qu'elles n'ont même pas de grossesse, c'est aussi des deuils. C'est des deuils identitaires, c'est des deuils à tous les niveaux, social, familial, personnel. Alors, moi, je donne comme information et conseil de vérifier parce qu'il y a vraiment de très, très bons spécialistes maintenant. Il y a des cliniques même qui sont spécialisées là-dedans. Et comme maintenant, il y a beaucoup de travail qui se fait en télétravail, justement, il y a des consultations qui, pour les gens qui sont loin des grands centres, qui ne peuvent pas se déplacer, soit en Abitibi, en Gaspésie ou quoi que ce soit, beaucoup de consultations se font maintenant en télétravail. Oui. Ce matin, j'étais justement en télétravail, c'est pas la bonne expression, mais pour une maman qui avait perdu des petits jumeaux. Alors, ça aussi, c'est possible d'avoir du soutien, même si on est loin. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, en parlant de soutien, j'aimerais maintenant qu'on parle des papas qui sont souvent les grands oubliés. Donc, Marielle, vous avez parlé dans votre livre, justement, de votre grand amour qui est arrivé dans votre vie. Puis vous dites, et je vous cite, « À force de croître, on a désiré un enfant. J'ai voulu lui donner un enfant, je lui ai donné 2 bébés morts. » Alors, comment votre amoureux a survécu à cette peine? Et comment le couple aussi passe à travers? Ben c'est ça, pour mon conjoint, c'était un peu différent parce que pour moi, c'était une deuxième union. Donc, mes 2 premiers fils viennent d'une première union. Donc, mon conjoint, lui, c'était ses premiers enfants. Donc, finalement, il n'y a pas eu d'enfants. Donc, c'est ça, là, déjà, je m'enfarge dans les mots. Est-ce qu'on dit il y a eu des enfants ou il n'y a pas eu d'enfants? Donc, ça a été très difficile. Puis, lui, il a vécu une dépression. Là, je pense qu'on peut nommer ça comme ça. Puis, c'était confrontant aussi parce que des fois, moi, j'avais l'impression que sa dépression prenait toute la place. Puis moi, je me réservais une toute petite place derrière, tu sais, parce que les femmes, je maintenais la parade, si on veut, d'une certaine façon. Mais ceci dit, il a été là pour moi. Puis évidemment, c'était essentiel, mais on a eu une période très difficile, puis a fallu aller chercher de l'aide après ces épreuves-là. Pas immédiatement, mais comme 1 an plus tard, là, on est allé chercher de l'aide parce qu'on avait pris des mauvais plis dans les mois qui ont suivi nous. OK. Puis Claudia, comment il l'a vécu? Difficilement. Tu sais, à l'hôpital, il a vécu beaucoup d'émotions. Puis c'est un peu déstabilisant dans ce temps-là parce que on voit parfois rarement nos conjoints pleurer. Donc là, de le voir être autant ému, ça me touchait beaucoup. Puis il a été vraiment incroyable par la suite. Là, il a vraiment été très présent. On n'avait pas besoin de se parler. Qu'il savait quand est-ce que c'était juste le temps de prendre 30 secondes pour s'asseoir sur le côté du lit parce que je pleurais, puis venir mettre sa main, juste de reconnaître que j'allais pas bien. Donc, il était très présent. Lui, il a remonté quand même rapidement, mais il y avait beaucoup d'émotions là, chaque fois qu'on en parlait, qu'il y avait des événements, les dates anniversaires, puis même quand il a lu le manuscrit, c'est lui le premier qui l'a lu, même si l'histoire était pas la même, il dit, je sais pas si c'est parce qu'on l'a vécu, mais il dit, j'ai pleuré, tu sais, en lisant le manuscrit. Donc, oui, ça les touche énormément, puis il y a pas une grande place qui leur sont faites
que ce soit une reconnaissance là, dans un congé de paternité, de deuil, de quelque chose non plus. Là, ils n'ont pas accès à grand-chose. Donc, ils doivent se battre là, pour obtenir ou qu'ils prennent des vacances pour nous accompagner. OK. Daniel, le couple de Marielle et de Claudia a survécu, mais on sait qu'il y a d'autres couples qui s'effondrent. Quels seraient, toi, tes conseils, recommandations pour aider un couple? Ben, comme disait Claudia tout à l'heure, c'est sûr que les hommes sont mis de côté. C'est des départements de gynécologie. Hein? C'est la gynécée, c'est le domaine des femmes. Mm-hmm. Les hommes sont là comme soutien. Alors, souvent, les hommes sont de bons soutiens au début. Mais souvent aussi, ça fait en sorte qu'ils voient leurs femmes souffrir. Eux-mêmes, il y a peu de place pour leur souffrance. Mm-hmm. Et ça peut éloigner le couple aussi. Il y a la question identitaire. Est-ce que, comme vous, votre conjoint n'avait pas d'enfant? Alors, c'est toute une question d'identité qui est remise en cause. Et pour le couple, en général, quand moi, j'ai des consultations pour des deuils périnatales, mm-hmm. Ça peut varier, mais de façon générale, je demande à ce que les deux parents soient là. Souvent, les hommes ne sentent pas trop le besoin. Ils viennent pour leur femme, c'est ce qu'ils vont dire, mais souvent, en cours de route, on se rend compte que si on laisse la soutenance à sa femme et que là, il y a une tierce personne qui est là pour les soutenir tous les deux, la peine va s'ouvrir. Oui. Et puis, ça prend une approche pour le couple, pas seulement pour la mère, mais ça va aussi selon les demandes. Mais c'est très important parce que souvent, les hommes sont de soutien. Puis dans la psychologie masculine, jusqu'à maintenant, c'est plus des gens qui sont... La gente masculine est plus en solution de problèmes. Oui. Alors, ils cherchent à trouver une solution pour que leur femme arrête de souffrir. Mais c'est beaucoup plus dans le partage des émotions qui est important dans le couple à ce moment-là. Fait que souvent, la mère a l'impression que son mari n'est pas sensible. Tu sais? Mm-hmm. Alors, ça prend une approche de couple. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis, et la fratrie, parce que, et dans votre cas, Marielle, Claudia aussi, il y a toute la fratrie. Comment vous avez expliqué ça aux frères? Mm-hmm. Oh mon Dieu, je me rappelle plus exactement. Je pense que je leur ai simplement raconté ce qui s'est passé là, le plus honnêtement possible. Là. C'est ma politique avec mes garçons. J'explique les choses telles qu'elles sont. Puis il y a eu des malaises. Mon plus vieux a évidemment fait une blague. C'est sa façon de gérer les émotions. Les émotions, oui. Puis, oui, c'est ça. C'est la chose dont je me souviens pour l'instant. Mm-hmm. Claudia, est-ce que vous vous souvenez? Oui, on nous a prêté un petit livre, donc je me souviens plus du titre exact là, mais c'était quelque chose comme Léa n'est plus là, puis c'était très très simple les dessins à l'intérieur, puis ça l'expliquait simplement, donc on l'a lu avec elle. Puis je me souviens, je pense que la plus jeune nous a dit, est-ce que je peux aller écouter la télévision? Tu sais, après elle comprenait pas qu'est-ce qui se passait, elle était toute petite, je pense qu'elle avait 2 ans, fait que elle avait assez de mots pour nous dire que tu sais elle avait besoin d'autre chose, mais pas assez pour comprendre exactement ce qui se passait. Puis la plus vieille, qui avait, je pense, 4 ans, elle s'est effondrée, là, elle pleurait beaucoup, elle réalisait ce qui se passait, là. Mm-hmm. Mais c'est le livre qui nous a permis d'aborder ça, parce qu'effectivement, on se sentait désemparés. C'était une question que j'ai posée, comment qu'on va faire ça pour annoncer ça à nos enfants? Je voyais pas comment faire. Mm-hmm. Puis comment le goût d'écrire, donc ça a été aussi quelque chose de thérapeutique. Comment c'est venu chez vous, Claudia?
Dans mon cas, moi, ça a été plus un retardement. Là. Moi, ça a pris 3 ans avant que... pour moi, c'était un projet de retraite. Là, écrire, c'était quelque chose qui me fascinait, mais ça allait pas être tout de suite. J'étais maman, j'étais travailleuse à temps plein. Je pouvais pas me permettre d'aller écrire par-dessus. Mais j'ai vu quelqu'un qui le faisait avec des enfants. Je me suis dit, je vais me lancer, puis on verra ce que ça donnera. Puis à ce moment-là, je me suis pas posé la question. Là, pour moi, c'était clair que c'était le sujet que j'allais aborder dans le roman. Il y avait trop à couvrir, il y avait trop de zones grises que les gens connaissent pas, que ce soit comment, tu sais, pour l'entourage, justement, là, d'avoir une histoire où on voit qu'est-ce qui se passe à chacune des étapes. Donc, je trouvais ça important d'aller dire aux parents d'ayez, vous êtes pas seuls, il y en a d'autres qui l'ont vécu. Puis à l'entourage, prêtons-nous le livre, faut qu'on puisse comprendre mieux qu'est-ce qui se passe, pourquoi notre sœur, notre enfant, notre collègue pleure autant, puis ça l'affecte autant. Mm-hmm. Puis pour vous, Marielle? Moi, j'avais déjà publié un premier roman peu de temps avant. Et puis, donc là, le réflexe d'écrire là, était là déjà. Puis pour moi, c'était plus une sorte de pèlerinage. Là. Je me suis tournée beaucoup vers mes grands-mères. J'ai investigué. Donc, j'ai des grands-mères qui ont eu quand même beaucoup d'enfants. Une, elle en a eu 6, puis l'autre, elle en a eu 10. Puis là, je suis allée voir mes tantes, puis ma mère, parce que j'avais envie d'un peu trouver du réconfort dans la sororité, là, finalement, dans la sensation que les femmes de tout temps vivent cette chose-là, traversent cette chose-là, puis il y avait du réconfort dans les figures là, maternelles qui m'entouraient. Fait que, oui, je suis allée chercher ça. Puis ensuite, la colère est beaucoup passée dans l'écriture aussi parce que la gynécologue qui a fait l'erreur, finalement, pendant la myosynthèse, mais j'en ai fait un personnage que j'ai pas du tout ménagé dans mon livre. Tout à fait. J'avais envie de me venger par la fiction d'une certaine façon, mais en fait, c'était pas du tout un projet. C'est dès que je me suis mis à écrire ce personnage-là qui porte le nom de Céline, il y a que du fiel qui est sorti finalement, puis... alors, je lui ai imaginé un destin. Non, c'était ça. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser dans le chapitre La Ronde. Est-ce que vous l'avez vraiment rencontré? Oui, c'est ça. Non, c'est ça, tout ce qui est raconté. Puis, donc, le personnage de Céline, qui représente la gynécologue, elle était véritablement très enceinte au moment de la myosynthèse. Mm-hmm. Donc, quelques semaines après, je l'ai recroisée à la ronde avec son immense ventre puis ses enfants. Puis donc, il y avait une espèce de bonheur qui était comme indécent. Fait que c'est ça. Donc, la fiction m'a servi à véhiculer, à exprimer cette colère-là qui trouvait pas d'autres voies pour s'exprimer dans ma vie. Là. Je suis pas une personne qui porte beaucoup la colère ou qui exprime beaucoup la colère. Donc, ça s'est inscrit là, puis c'est un élément dont les gens me parlent beaucoup quand ils lisent mon livre. Là. Mm-hmm. Ils me disent que c'est très satisfaisant, cette espèce de vengeance qui est menée dans la fiction. Mm-hmm. Mm. Maintenant, j'aimerais parler du congé de maternité. On en a parlé très légèrement en début d'émission. On sait qu'il n'est pas assez, ce congé de maternité, lorsqu'il y a le deuil périnatal. Je crois que si je ne me trompe pas, c'est avant les 20e semaines, le deuil est très court et ensuite on peut avoir un deuil plus long. Mais il y a tout l'aspect pas un deuil plus long, un congé plus long, mais c'est tout l'aspect du retour au travail. Ça veut dire le temps de prendre soin de son deuil qui n'est pas évident. Donc, Danielle, j'aimerais ça... vous entendre là-dessus. Le deuil périnatal, c'est un peu comme une naissance. Hein? C'est social aussi. Alors, on se réjouit quand la femme est enceinte, quand elle va présenter son bébé au bureau. Mais on est aussi dans la peine quand le bébé n'est pas là, est absent, et quand la mère revient au travail. Mm-hmm. Le malaise est très, très grand. Mm-hmm. Alors, souvent, ce qu'on propose, parce qu'il n'y a pas de protocole comme tel, puisque chacun travaille dans son milieu, mais c'est d'avertir et de voir avec le patron comment la personne elle-même, comment la femme qui retourne au travail voudrait qu'on la reçoive. Il y en a qui ne veulent pas en parler du tout, ou elles vont dire « Attendez que moi, je vous en parle ». Et c'est souvent le patron qui va donner un peu la ligne la ligne d'action. Ça peut être la mère aussi qui le fasse. Ça peut être les parents qui envoient une carte aussi au travail disant que, un peu comme quand on annonce le décès, nous regrettons de vous annoncer que notre bébé est décédé. Ouais. Alors, il faut le rendre présent. Mm-hmm. Alors, si
si le milieu, des fois le patron ou la patronne ne peut pas le faire, mais c'est d'aider vraiment les parents, je dirais, à prendre en charge ce deuil-là aussi, Oui. de ne pas l'ignorer par rapport à elle-même. Mhm. Il y a quand même un rôle, je dirais, un rôle social aussi, je dirais, d'imposer son deuil. Oui. C'est un sujet tabou, ça n'existait pas parce qu'avant, on disait, bon, c'est un parmi les autres. Là. Puis si c'était un deuil, c'était une fausse couche très tôt, on disait, bon, tu as le temps de te reprendre ou on ne pensait pas que l'enfant, les gens s'attachaient à l'enfant. Mais de plus en plus, je pense que ça devient plus présent dans la société. Et moi, quand j'encourage les mères à rendre ça présent quand elles arrivent, sinon, c'est un éléphant dans la pièce. Hein? Mhm. Mhm. Je voulais juste rajouter qu'au niveau social aussi, dépendamment du moment du décès, des fois, les mères sont visiblement enceintes. Mhm. Alors, on se retrouve à la pharmacie, à l'épicerie, au dépanneur, puis là, les gens disent « Oh, vous avez eu votre petit bébé », tu sais. Mhm. Il y a une confrontation aussi sociale qui est beaucoup plus loin, évidemment, mais avec laquelle ça ramène à ce deuil-là. Alors, il faut aussi préparer des fois les gens à avoir une réponse ou à être capable de dire ce qui est arrivé sans... Mhm. Parce que ça reste quand même une grande peine pour tout le monde. Oui. Autant on se réjouit de voir la madame qui arrive au dépanneur avec son bébé, autant on a de la peine si son bébé n'est pas là. Dépanneur, oui. Mm. Mhm. Claudia, et comment a été le retour au travail? Moi, d'abord, ils ont été super fins, là. Ils m'ont envoyé des fleurs. Les 2 équipes avec lesquelles je travaillais, j'ai reçu des fleurs à la maison. Puis je disais qu'à chaque fois que ça me faisait l'effet d'un gros câlin, là. C'est comme si on me disait que mon deuil, effectivement, était valide. Puis avec mes collègues que j'étais plus proche, j'ai tenu à aller les voir avant le retour officiel, là, quelques journées avant, parce que je savais que ça allait être émotif. Il y avait des personnes desquelles j'étais très proche. Donc, j'ai préféré y aller sur l'heure du dîner parce que je savais que j'allais pleurer quand j'allais les voir. Mhm. Donc, je suis allée avant mon retour, puis juste pour parler un peu sur l'heure du dîner pour pouvoir vider un peu le sujet. Mais au final, quand je suis retournée, tu sais, quand on retourne un mois après, qu'est-ce qui arrive souvent? Nos règles, ils sont aux 28 jours. Donc, je suis retournée avec le premier jour de mes règles. Donc, je suis retournée en pleurant parce que mon corps, je sais pas, je n'étais pas capable de comprendre, tu sais, ça m'enlevait toute mon énergie, là, de revoir mes règles, de me dire que mon bébé est effectivement plus là, puis que mon corps, lui, continuait comme si de rien n'était. Donc, ça a été difficile, ce retour au travail-là, mais je pense que tout est en place pour qu'après ça aille de mieux en mieux, là. Oui. Puis Marielle, votre retour au travail? J'entends la phrase de Madame Tremblay qui nous dit de revendiquer notre deuil. Je pense que c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup fait. Donc, moi, je dirais que ça s'est plutôt accompagné de beaucoup de malaise, là. Donc, je suis revenue comme si de rien n'était, finalement. Et puis là, il y avait toutes sortes de réactions, là, soit justement, on fait semblant de rien, ou encore des gens qui tombaient dans mes bras en s'effondrant en larmes. Donc, il y avait comme une variété mais surtout du malaise et du non-dit, là, je dirais. Mais c'est en partie de ma faute, là. C'est moi aussi qui n'a pas exprimé là, mes besoins par rapport à ça. Mais évidemment, j'ai des amis au travail que j'avais déjà vus en amont, là, avant de revenir. Mm-hmm. Puis comment on répond aux gens qui ont une bonne volonté de justement la personne qui nous connaît, notre voisin, etc. Quelle serait la bonne réponse? Je ne sais pas, Daniel. Mais c'est très difficile de dire une bonne réponse. Je dirais d'abord pour Marielle que c'est pas de votre faute du tout. Ça démontre à quel point c'est un sujet tabou. Autant pour celle qui est endeuillée que pour l'entourage. Par rapport aux voisins, c'est très difficile de savoir c'est quoi la meilleure position. Si la personne est capable de dealer avec le décès, elle va sûrement trouver une façon de le faire. Oui. Si c'est reconnu en même temps par la personne endeuillée. Sinon, on ne connaît pas l'histoire de chacun. Hein. Mm-hmm.
Alors, on ne sait pas si eux, ça les ramène à un avortement, à un deuil périnatal. C'est quoi l'histoire de chacun là-dedans? Oui. C'est un peu comme la dépression, quand on parle de dépression, soit pas postpartum, mais après le deuil ou la dépression du père. Oui. C'est tellement bouleversant de devenir parent que ça vient chercher toute la situation qu'on doit se replacer dans la hiérarchie familiale. Alors, c'est profond, tout ça. Fait que je te dire s'il y a une meilleure attitude, ben, si c'est peut-être de demander à la personne endeuillée, est-ce que tu veux en parler ou j'ai appris que... Oui. t'avais- D'être aussi discret. à l'aise et Ouais. discret, puis d'être à l'écoute aussi de la personne pour que ne pas être trop intrusif aussi dans la conversation et tout. Claudia, vous avez eu un autre enfant après. Comment ça s'est passé, cette grossesse? Ben, bien, je dirais jusqu'à temps que je retombe au même niveau, Oui. le même stade de grossesse auquel là, j'approchais de la date, là, c'est-à-dire par la 15e semaine de grossesse, j'ai commencé à faire de l'anxiété beaucoup. J'étais très stressée, là, j'avais l'impression que là, j'avais moins de nausées, puis que c'était clairement parce que j'étais en train de perdre mon bébé. Donc là, il y avait comme, je sais pas si c'est un syndrome post-traumatique, Oui. de choc post-traumatique, là, mais c'était vraiment difficile à ce moment-là. Puis un coup que j'ai eu passé ce cap-là, c'est redevenu, tu sais, j'ai reconnecté avec la grossesse, puis là, j'avais moins de crainte, là. Même si j'avais vu d'autres histoires, hein, quand on va sur les groupes, on se rend compte qu'un bébé, on peut le perdre jusqu'à la naissance, après. Donc, j'ai quand même réussi à garder que après avoir passé le cap, là, je reconnectais avec mon corps, ça l'a mieux été. Ouais. On arrive un peu à la fin de l'émission, puis j'aimerais qu'on parle un peu de messages d'espoir. Alors, pour les femmes qui passent à travers un deuil, qui écoutent l'émission, quels seraient vos messages d'espoir? Alors, Marielle, je ne sais pas si ça va être dans un autre livre que vous allez en parler. Non, mais je pense que je serais capable de dire moi, j'ai l'impression, ben c'est sûr que un deuil comme celui-là, ça redéfinit une identité d'une certaine façon, ou en tout cas certaines dimensions. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus humain enraciné en moi, de plus ouvert à l'autre, là, ben, cette espèce de faille-là, très vulnérable, ben, j'ai l'impression que parfois, elle me connecte aux autres de façon plus directe. Donc, il y a néanmoins un gain. En tout cas, je suis capable de nommer cette chose-là. Oui. Merci. Et vous, Claudia? Ben, je pense que quand ça vient de se passer, on peut pas y croire que ça va aller mieux. Mais ça va y arriver doucement, tranquillement, sans qu'on s'en rende compte, tranquillement, ça va venir. Je pense que le message que j'ai envie de leur dire encore, c'est qu'ils sont pas seuls, qu'ils sont normaux de vivre tout ça. C'est ce qu'on a l'impression d'être anormal dans ce deuil-là. Donc, de pas s'en faire, puis que c'est normal que ça prenne du temps. Ça peut être long, mais donc, puis que c'est pas linéaire aussi. Moi, j'avais cette croyance que ça allait être linéaire. Je faisais une phase du deuil, puis j'allais passer à la suivante. Fait que j'avais l'impression d'échouer à chaque fois que je revenais en arrière dans ce que je pensais. Mais si j'avais su que c'était normal d'être en montagne russe puis de constamment aller d'une phase à l'autre, ben j'aurais peut-être mieux accepté ce processus de deuil-là. Mais donc, c'est possible. Merci, Claudia. Daniel, quel sera le message d'espoir en tant que psychologue pour ces mères endeuillées? Oui, puis les mères qui porteront peut-être pas par la suite un enfant, c'est sûr que la fertilité puis la naissance est confirmée dans la naissance d'un enfant, mais le potentiel de création, le potentiel d'être fertile, le potentiel de donner reste là pour toujours. Et un deuil qui se fait par les différentes allées et venues, comme le dit Claudia, ça amène vers ce que Marielle a dit tantôt, vers des dimensions qu'on ne connaissait pas. Un deuil, c'est quelque chose de très constructif. Et quand il est, j'aime pas dire bien fait, là, parce que ça met une situation de compétition, mais quand c'est intégré au niveau humanité, ben, ça donne des dimensions nouvelles qu'on découvre en soi qu'on n'avait peut-être pas avant. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas dire que ça va être la naissance d'un nouvel enfant qui va
faire en sorte que ça va aider certaines personnes, mais il y en a qui n'en auront pas d'autres. Alors, il faut avoir cette connaissance de la suite. Merci. Merci vraiment. Merci à toutes les trois d'avoir accepté notre invitation. Donc, c'est sûr que c'est un sujet qui n'était pas facile, mais vous avez été généreuse dans votre partage. Donc, merci pour ça. Alors, je rappelle que mes invités sont Marielle Giguère, autrice et professeure de littérature et de théâtre au Collège Maisonneuve, qui a écrit le livre C.J. Margot. Claudia Turgeon, autrice et chargée d'enseignement en médecine à l'Université Laval et qui a écrit Libellule. Daniel Tremblay, psychologue. Alors, merci beaucoup à vous trois. Merci. Ceci met fin à notre émission. Alors, merci à toute l'équipe. Merci. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Alors, ici Marjorie Théodore qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine.